Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 12 février 2024, date officielle de la Journée internationale contre l'épilepsie. Cet événement est l'occasion pour nous de lancer un nouveau format pour notre podcast Santé vaut bien, un format beaucoup plus court de quelques minutes pour vous sensibiliser à des sujets et des thématiques santé, à commencer donc aujourd'hui par l'épilepsie. J'ai le plaisir d'accueillir la docteure Lorraine Fisch, médecin neurologue à l'hôpital de Nyon. Bonjour docteur. Bonjour. Alors très simplement, je vais vous demander déjà, qu'est-ce que l'épilepsie ou les épilepsies et comment la décèle-t-on chez une personne ? Déjà, je pense que c'est important de bien distinguer l'épilepsie et les crises d'épilepsie. C'est pas tout à fait la même chose. Une crise d'épilepsie, ça peut arriver à chacun d'entre nous. On dit jusqu'à 10% de la population. Et puis c'est une crise d'épilepsie, alors que l'épilepsie, c'est un diagnostic, c'est-à-dire plusieurs crises ou un risque de récidive. Comment on détecte une crise d'épilepsie ? C'est très variable, donc c'est difficile de répondre simplement à cette question, mais tout changement de l'état neurologique, ça peut aller de la perte de connaissance, ça peut aller aux convulsions qu'on connaît plus généralement, ou simplement un trouble de la parole très transitoire, ça peut être des signes de crise d'épilepsie. Et quelles en sont les causes ? Alors les causes sont probablement aussi variables que le type d'épilepsie. Il peut y avoir des causes structurelles, donc des lésions cérébrales. Il peut y avoir des facteurs qu'on appelle provoquants. Donc on sait que par exemple quand on a de la fièvre, on sait que quand on prend certains médicaments, on sait que lors d'une consommation importante ou au contraire lors d'un sevrage d'alcool, ça peut provoquer une crise d'épilepsie. Maintenant, il y a jusqu'à 20-30% des patients épileptiques chez qui on ne connaît pas la cause. Au niveau du diagnostic, comment il va s'effectuer ? Vous allez recevoir la patientèle et vous allez effectuer des examens spécifiques ? Alors à la suite d'une crise d'épilepsie, le plus généralement donc c'est des convulsions, une perte de connaissance. Souvent on est adressé aux urgences d'un hôpital. Puis là, assez rapidement, on va organiser un électroencéphalogramme. Donc c'est un casque qu'on met sur la tête pour enregistrer l'activité cérébrale et une imagerie cérébrale. Donc l'imagerie qu'on va privilégier, c'est l'IRM, mais parfois on fait quand même un scanner aux urgences, ça dépend un peu des situations. Et en fonction des résultats, on va donc effectuer le diagnostic chez le patient ou la patiente. Si l'épilepsie est confirmée, on va mettre en place des traitements pour stopper ou ralentir les crises ? En effet, à la suite de ces examens, on va pouvoir parfois dire qu'il s'agit d'une épilepsie ou alors il s'agit pour l'instant que d'une crise, mais pas encore d'un diagnostic d'épilepsie. Et quand on est dans un diagnostic d'épilepsie, on propose généralement un traitement au patient. Ce traitement va permettre, dans la plupart des cas, de stopper les crises. Dans de rares cas, il y en aura encore et ça nécessitera l'adjonction d'un deuxième médicament. Est-ce qu'on peut dire qu'en 2024, quelqu'un qui fait des crises d'épilepsie peut vivre normalement ? Quand j'entends normalement, je veux dire travailler, se déplacer sans souci, faire du sport, etc. Alors la grande majorité des patients atteints d'épilepsie ont une vie complètement ou quasiment normale, c'est-à-dire qu'ils travaillent, ils font du sport, ils font toutes les activités qu'ils souhaitent faire, mais nécessitent évidemment la prise d'un traitement. Il y a bien sûr, comme dans toute pathologie, une faible proportion des patients qui peuvent avoir une épilepsie plus sévère, plus difficile à gérer et là, qui sont plus gênés dans leur quotidien. Une des restrictions importantes à la suite d'une crise d'épilepsie ou à la suite d'un diagnostic d'épilepsie, c'est la restriction de la conduite automobile. On a régulièrement une inaptitude à la conduite durant au minimum 3 mois. Une fois que le traitement est mis en place, est-ce qu'on peut se retrouver confronté à certains effets secondaires ? Ça reste des traitements qui agissent sur le cerveau, donc forcément avec passablement d'effets secondaires de somnolence, ça peut être certaines fois irritabilité, il peut y avoir des troubles de la concentration. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un traitement où il n'y a pas du tout d'effets secondaires. Donc ça vaut la peine d'essayer, de voir ce qui se passe, de changer si on n'est pas convaincu, de savoir si ça nous convient ou pas. Mais on a du choix, il y a beaucoup de traitements, il y en a de plus en plus, donc vraiment ne pas rester avec un traitement avec des effets secondaires pour avoir de nouveau l'idée d'avoir une vie la plus normale possible. Et c'est ça, l'objectif final du neurologue, c'est de favoriser le quotidien donc de la personne traitée. Absolument. Et c'est possible dans la plupart des cas, vraiment. Et en tant qu'accompagnateur, en tant que personne de la famille ou en tant que simple collègue, par exemple, si je sais que j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est épileptique, comment je peux l'aider, l'accompagner au mieux ? Je pense qu'un patient épileptique, ça reste avant tout quelqu'un de tout à fait normal, qui a peut-être fait 1 ou 2 crises ou plusieurs crises, qui est sous traitement et qui va très bien sous traitement et qui ne récidive plus. Donc il ne faut certainement pas stigmatiser un patient qui a eu ou qui a de l'épilepsie. Maintenant, les choses pour les proches qui sont importantes à savoir, c'est que s'il devait y avoir une crise, ce qui est important, c'est de faire attention à l'environnement du patient, donc de
de le mettre, si possible, dans une position qui lui fera pas mal, de le mettre au sol pour pas qu'il se blesse en cas de chute, et puis dès que possible de le mettre en position latérale de sécurité, le plus souvent après la crise, quand il n'y a plus de convulsions, que le patient est de nouveau souple, et puis on peut le mettre sur le côté. Si jamais il vomit, si jamais il est pas bien, il protège ses voies aériennes. Ce qui est très important peut-être de dire et de répéter, c'est qu'il faut jamais aller mettre quelque chose dans la bouche d'un patient qui fait une crise d'épilepsie. On a souvent entendu, plus par le passé, qu'il fallait mettre une cuillère, un bout de métal, des doigts, parce que le patient avale sa langue. Je pense que ça, c'est des fausses vérités qui mettent en danger et le patient et le témoin, parce qu'on a une force dans la mâchoire qui est vraiment majeure lors d'une crise et on peut vraiment se blesser et blesser le patient. Donc surtout, on ne fait rien. Il peut être bleu, il peut avoir de la peine à respirer, c'est normal dans le cadre d'une crise d'épilepsie généralisée. Ça passe, il faut appeler l'ambulance. Oui, effectivement, dans le cas d'une première crise d'une personne de votre entourage, le bon réflexe est de le mettre tout de suite en sécurité et puis d'appeler le plus rapidement possible le 144 qui saura tout à fait vous accompagner dans la prise en charge de cette crise, puisque c'est quand même assez impressionnant, notamment quand ça arrive la première fois. Absolument. Je vous remercie, Dr Fisch, pour ces réponses. Je précise également que donc vous avez une consultation en compagnie des autres médecins neurologues de l'hôpital de Lyon. On suit beaucoup de patients épileptiques, plutôt à partir de 16 ans. Donc électroencéphalogramme, IRM, ensuite on les voit en consultation. Donc actuellement on est 3 neurologues, le Dr Toledo, le Dr Niederhäuser et moi-même. Puis on a également, pour les personnes qui aimeraient se documenter ou avoir plus d'informations, l'Association Suisse de l'épilepsie, donc qui a un site internet epi-suisse.ch et qui ont également des brochures et de la documentation à disposition à l'hôpital de Lyon auprès de nos médecins neurologues. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu encore une fois à l'écoute de notre épisode du podcast Sentez-vous bien. En espérant que ce nouveau format d'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager si tel est le cas et à vous abonner, à le commenter sur les différentes plateformes. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, sentez-vous bien.